Bonjour, chronique aujourd'hui. On est dans une phase de sortie assez particulière pour X-Wing là maintenant, avec les batailles épiques et le kit de conversion vaisseau immense. Je n'ai pas voulu faire de preview pour tout ça parce que ça me paraissait absurde de spéculer sur une base largement inconnue, tout spécialement au regard des règles spécifiques à ces formats. Rappelons que l'épique et les vaisseaux immenses sont deux choses différentes, là où en V1, sans se recouper totalement, elles étaient peu ou prou synonymes. Il en va autrement maintenant, les sorties ayant eu lieu, même si je pense à venir consacrer à tout cela 3 vidéos et non 2, car les règles pour les vaisseaux immenses devraient probablement être envisagées isolément avant de traiter du kit de conversion. Restez tunés comme on dit. Mais d'ici là, une petite chronique, là encore sur du contenu V1 repris en V2 sans apport inédit par rapport à ce qui figurait déjà dans les kits de conversion. Cette fois, c'est vers le premier ordre que nous nous tournons, avec le chasseur TIE FO, l'équivalent sous stéroïde du chasseur TIE LN de l'Empire Galactique. Or, en V1, les deux vaisseaux étaient jouables au sein d'une même faction, et il y avait éventuellement une forme de redondance à cet égard. Maintenant que le premier ordre est une faction séparée, il n'y a plus d'alternative. Le TIE FO est LE petit vaisseau de base de la faction. Ce qui change éventuellement pas mal de choses et justifie à mes yeux cette chronique, en notant que je me référerai régulièrement au TIE LN malgré tout, car il est une base logique pour toute comparaison. Au passage, d'une certaine manière, j'avais déjà parlé de ce vaisseau en chroniquant le kit de conversion du premier ordre, mais c'était parmi mes premières chroniques et je ne suis vraiment pas satisfait de ce que je faisais alors, outre que je compte approfondir bien davantage dans le présent article. Alors, commençons par la figurine, comme d'hab. Avec cette extension, j'en arrive à 6 chasseurs TIE FO. L'hypothèse d'une nuée devient donc plus crédible. Si je ne suis pas forcément certain de sa pertinence, on y reviendra et à plusieurs reprises. Il ne s'agit pas d'une nouvelle figurine à proprement parler, la sculpture est la même, la peinture aussi grosso merdo, même si j'ai l'impression, peut-être erronée, que les contrastes sont maintenant un peu plus appuyés et que les canons laser ressortent davantage plus rouge qu'orangé, ce que cette photo ne permet pas vraiment d'appréhender, hélas. Autrement, eh bien, c'est un TIE. Essentiellement, au regard de la figurine, le TIE FO et le TIE LN avec un schéma de couleurs différent. Les panneaux solaires latéraux en demeurent un trait caractéristique majeur, ainsi que le cockpit sphérique. Mais j'aime bien le schéma de couleur du premier ordre, plus franc que celui de l'Empire, avec une base noire dominante pour tous les vaisseaux, si le blanc des panneaux solaires change la donne pour le TIE FO, et le TIE SF aussi d'ailleurs, forcément, assaisonné de rouge, ça rend bien sur un tapis de jeu. Mais envisageons maintenant, plutôt que la figurine, le vaisseau, en gardant les pilotes pour plus tard comme d'hab. Comme noté plus haut, même si nous avons en V2 affaire à des vaisseaux issus de deux factions différentes et comme tels incompatibles, il me semble toujours pertinent de comparer le TIE FO au TIE LN, et je le ferai donc à plusieurs reprises dans cette section. Commençons par le cadran de manœuvre. Il comprend 17 manœuvres en tout, ce qui est dans la tranche haute, et c'est une de plus que pour le TIE LN. 6 de ces manœuvres sont bleues, soit toutes les manœuvres de base à vitesse 2, ce qui est vraiment bon, et le tout droit 3 en prime. Intéressant ça. Et clairement un atout par rapport au TIE LN qui ne dispose que de 4 manœuvres bleues, soit les tout droits 2 et 3 et les virages sur l'aile 2. Le TIE FO est plus manœuvrable et évacue mieux le stress à vue de nez. On verra plus loin qu'un pilote comme Scorch bénéficiera tout particulièrement de ce palier tout bleu à vitesse 2. Après quoi nous avons 8 manœuvres blanches, tout droit 4 et 5, il n'y a pas tout droit 1, ce qui n'est pas surprenant, virage sur l'aile 3 et virage serré 1 et 3. À titre de comparaison, le TIE LN dispose de 10 manœuvres blanches, soit 2 de plus, mais c'est parce que les virages serrés 2 du TIE FO sont bleus. Restent enfin les manœuvres rouges, le TIE FO en a 3 qui sont toutes des manœuvres de retournement, boucle de Segnor 2, le TIE FO kiffe décidément la vitesse 2, et Koyogran 4. Le TIE LN dispose quant à lui de 2 manœuvres rouges de retournement qui sont des Koyogran 3 et 4. On échange donc un Koyogran 3 contre 2 boucles de Segnor 2. Là encore, cela joue plutôt en faveur du TIE FO. C'est un bon voire très bon cadran mine de rien, surtout pour un vaisseau de base. Et côté stats, la base est celle du TIE LN, une attaque primaire dans l'arc avant à 2 des rouges, une agilité de 3 et 3 points de coque. En revanche, le TIE FO dispose d'un bouclier absent sur le TIE LN. C'est bien, et ça peut faire la différence, mais ça n'est probablement pas l'atout le plus marqué du TIE FO par rapport au TIE LN. Demeure l'idée globale d'un petit vaisseau, pas hyper agressif, mais agile, si encore à ce stade assez fragile. A noter rapidement, il existe un pilote de TIE FO qui dispose de statistiques alternatives ici. En effet, le commandant Malarus, en vérité la commandante Malarus, dispose en outre de 2 charges et nous verrons plus loin comment elle les utilise. D'ici là, penchons-nous sur la barre d'action. Là encore, la base est celle du TIE LN. On en retrouve les 3 actions blanches que sont concentration, évasion et tonneau. Mais le TIE FO en ajoute une 4e, toujours blanche, l'acquisition de cible.
Pas mal ça, même si le TFO ne peut pas embarquer de missiles ou de torpilles et n'a que 2 dés rouges. Ça demeure un atout, un moyen de fiabiliser un peu plus sur la durée, et comme on le verra, plusieurs pilotes nommés de ce châssis jouent avec l'acquisition de cibles. Que ce soit en termes de manœuvrabilité, de statistiques ou d'économie d'action, le TFO est donc de manière générale et toute chose égale par ailleurs un poil meilleur que le TLN. Et il est un dernier point où le vaisseau du premier ordre a encore une fois l'avantage, et ce sont les emplacements d'amélioration donnés saisonnières. En effet, si la base demeure là encore celle du TLN, modification de manière générale et talent pour certains pilotes, le premier ordre en faction de la nouvelle trilogie dispose ensuite d'un emplacement de technologie, même si ça n'est peut-être pas le plus aisé à rentabiliser sur un petit châssis de ce type. Les pilotes les plus capés, cela dit, apprécieront. Le TFO a donc partout l'avantage. Mais cela n'est pas sans conséquence car les coûts, autres variables saisonnières, en sont forcément affectés. Concernant le TFO, l'échelle des coûts va de 26 points d'escadron pour le générique d'entrée de gamme, soit le cadet de l'escadron Epsilon, à 43 points d'escadron pour l'as du châssis, Midnight, car il n'est pas déconnant de parler d'as ici, étonnamment. Les coûts du TLN en comparaison vont de 23 à 40, ce qui nous fait grosso merdo une différence globale de 3 points de plus pour le châssis du TFO. Elle était un peu plus conséquente auparavant car les coûts du TFO ont été de manière générale revus à la baisse lors de l'ajustement de juillet d'1 ou 2 points. Ce surcoût n'a certainement rien de scandaleux et je le crois pleinement justifié par les multiples petits avantages du TFO sur le TLN. Maintenant, il faut le prendre en compte car chaque point sur un petit châssis de ce type a son importance et tout spécialement si l'on songe à constituer une nuée, laquelle bénéficie souvent de la synergie entre les pilotes. Voyons donc maintenant ce que nous pouvons dire de ces derniers. Les pilotes sont nombreux dans cette extension, même si elle n'apporte rien d'inédit par rapport au kit de conversion du premier ordre, FFG se tient à son engagement à cet égard. Le TFO dispose en tout de 12 pilotes différents, parmi lesquels 3 sont des génériques. 7 de ces 12 pilotes disposent d'un emplacement de talent, dont un des génériques. Les coûts donc s'échelonnent entre 26 et 43 points d'escadron avec une progression assez régulière jusqu'à ce que l'on atteigne l'initiative 5. Les écarts se creusent alors pour les 2 derniers pilotes restants qui se distinguent clairement du lot, mais oui, nous balayons tout le spectre et même au-delà en matière d'initiative, car avec le TFO nous allons de 0 à 6, sachant que d'une certaine manière 0 égale 7. On y reviendra. Le premier des 3 génériques est le cadet de l'escadron Epsilon, 26 points d'escadron, à initiative 1 et sans emplacement de talent. C'est la base, gros. Juste au-dessus, nous avons le pilote de l'escadron Zeta, 27 points d'escadron, qui passe à initiative 2 mais n'a toujours pas d'emplacement de talent. Une initiative de 2 n'est a priori pas un grand atout par rapport au cadet, aussi des 3 génériques, le pilote est-il clairement celui qui me parle le moins. Puis nous avons l'as de l'escadron Omega, ultime générique, dont j'aime beaucoup l'illustration. Pour 29 points d'escadron, soit 2 de plus, nous passons à initiative 3 et surtout nous avons enfin l'emplacement de talent. Or celui-ci peut se montrer très intéressant pour le premier ordre car il dispose, outre des solutions génériques classiques à bas coût telles que tireur hors pair ou adresse au tir, de son chouette talent adjectif, fanatique, qui ne coûte pas cher et peut se montrer très rentable, tout spécialement sur ce petit châssis. On y reviendra en causant des améliorations. Le cadet de l'escadron Epsilon et l'as de l'escadron Omega ont donc ma préférence, mais probablement surtout ce dernier en fait, contrairement à mon réflexe un peu pavlovien qui prise généralement le bas coût autorisant les nuées pour des petits vaisseaux de ce type. Nous passons ensuite aux pilotes nommés, et il y en a 9 tout de même. Le premier d'entre eux est un peu bizarre, ne serait-ce que parce qu'il a une initiative de 0, et c'est encore aujourd'hui le seul pilote dans ce cas sauf erreur, si d'autres effets de jeu peuvent se déclencher à initiative 0. Parce qu'il a de la suite dans les idées, il s'appelle Null, et non, il n'est pas nul pour autant. Ah. Oh, et il coûte 31 points d'escadron. C'est en fait le seul TFO dont le coût n'a pas diminué en juillet, et ne dispose pas d'emplacement de talent, j'y reviendrai. Pourquoi jouer un pilote à initiative 0 ? Eh bien parce que d'une certaine manière, il a en fait une initiative de 7, celle qu'aucun pilote n'a, et qui ne vaut que pour de rarissimes effets de jeu. En effet, tant qu'il n'est pas endommagé, c'est-à-dire, rappelons-le, tant qu'il ne s'est pas vu attribuer une carte de dégâts, Null disposant d'un bouclier, il faut donc qu'il ait subi au moins 2 touches, on considère qu'il dispose d'une valeur d'initiative de 7. Autrement dit, il se déplace après tout le monde et tire avant tout le monde. Nous avons là un as. Si pas aussi manœuvrable. Bon, évidemment, ça n'a qu'un temps, mais du coup, Null fait partie de ces pilotes qui peuvent faire payer cher à votre adversaire le choix de l'ignorer. Pour 31 points d'escadron, ça ne me paraît vraiment pas déconnant. C'est amusant, mais pas seulement. Il faut toutefois noter une chose ici, quand Null est apparu au moment de la vague 2, il disposait d'un emplacement de talent. Et ça lui permettait de faire des trucs vraiment sales. Je suppose en fait que la principale raison pour laquelle il s'est vu retirer ce slot s'appelle tactique de nuée. Je vous laisse fantasmer dessus ou hurler de terreur. Bien, passons maintenant à des pilotes un peu plus normaux.
Le premier à évoquer à Initiative 1 et sans emplacement de talent est le lieutenant Rivas, 28 points d'escadron, et je vous renvoie à ma vidéo autour de Phasma pour mieux appréhender ce personnage de témoin gênant. Rivas a beau se trouver tout en bas du classement des valeurs d'initiative pour ce châssis, enfin à part Null, il n'en dispose pas moins d'une chouette capacité spéciale qui peut devenir assez rentable facilement. En effet, après qu'un vaisseau à portée 1 et 2 a gagné un marqueur rouge, stress, contrainte, ionique, acquisition de cible, ou orange, rayon tracteur, désarmement, brouillage, si Rivas n'a pas de verrouillage sur ce vaisseau, il peut le verrouiller. Or, comme le lieutenant Rivas s'engage à l'initiative 1, il sera éventuellement en mesure de bénéficier aussi sec de cette acquisition de cible sur un vaisseau ennemi. Il faut certes que ce dernier ait chopé un marqueur rouge ou orange, on n'en a pas forcément 36 000 options pour ça, hein. Le capitaine Phasma ne fonctionne pas par exemple, puisque son effet se produit après l'engagement de Rivas. Mais même en tablant seulement sur le stress acquis par des manœuvres ou des actions rouges, il y a probablement de quoi faire de manière assez régulière en fait. Au passage, théoriquement cet effet peut aussi se déclencher sur un vaisseau allié. Mais je ne vois pas en l'état de situation où verrouiller un allié avec Rivas serait avantageux. Si je rate une combo, n'hésitez pas à m'en faire part. J'étais sceptique au moment de ma chronique du kit de conversion, mais je suis bien plus confiant aujourd'hui. Elle est pas mal du tout en fait, hein, ce petit gars. Nous passons ensuite à la pilote répondant au doux nom de TN3465, dont j'avais là encore causé dans Autour de Phasma. Pour un point de plus que le lieutenant Rivas, soit 29, nous avons un taille-faux à initiative 2, mais toujours sans emplacement de talent. TN3465 est une des très rares pilotes sur ce châssis à avoir une capacité spéciale relevant de la synergie éventuellement typique des nuées. Mais faut voir comment. En effet, tant qu'un autre vaisseau allié effectue une attaque, sans autre précision au cas où, et si TN3465 est à portée 0 à 1 du défenseur, alors elle peut subir un dégât critique pour changer un des résultats de l'attaquant en un résultat dégât critique. Bon, je ne suis pas très fan, hein. D'un côté, il y a là quelque chose d'un sadomasochisme assez typique du premier ordre, voyez Kylo Ren, Quick Draw, fanatique, et qui rappelle aussi le talent adjectif de l'Empire Galactique, impitoyable, mais le coût à payer me paraît trop élevé pour un résultat assez médiocre. Puis nous avons Muse. Pour 31 points d'escadron, comme Null, quoi, nous restons à l'initiative 2, mais cette fois avec emplacement de talent, et tous les pilotes suivants seront également pourvus. Rappelons que Fanatic est une option très intéressante de manière générale ici. Muse est l'autre pilote de taille-faux qui joue de la synergie de nuée. On en a vite fait le tour, hein. Au début de la phase d'engagement, on peut choisir un vaisseau allié à portée 0 à 1, donc éventuellement Muse elle-même. Dans ce cas, ce vaisseau retire un marqueur de stress. C'est bien, je suppose, pas fou, mais bien. Dommage que ça ne combotte pas avec Scorch, mais il y a peut-être d'autres trucs à en faire. N'empêche, côté synergie de nuée, on est vite limité avec le taille-faux, et je trouve ça assez regrettable. Mais on en arrive à quelques pilotes plus intéressants de manière individuelle et qui, le cas échéant, peuvent constituer des fillers attrayants. Le premier est Longshot, 32 points d'escadron, avec lequel on passe à l'initiative 3. Il a une capacité spéciale assez sympathique, tant qu'il effectue une attaque principale à portée 3, il jette un dé rouge supplémentaire. Nous avons donc là un taille-faux doté de 3 dés rouges à portée 1 et 3, et ce n'est qu'à portée 2 qu'il ne dispose que de 2 dés rouges. C'est pas mal du tout, très versatile. Et avec le chouette cadran de manœuvre du taille-faux, alterner les tours à portée 1 et à portée 3, sinon faire en sorte de rester autant que possible à portée 3, n'est pas aussi difficile ou irrégulier que cela peut en avoir l'air. Avec ce prix très décent, Longshot est un filler de choix à vue de nez un de mes pilotes préférés sur ce châssis. Mon préféré, cela dit, c'est le suivant, Scorch, 34 points d'escadron, à initiative 4, qui a une très chouette capacité spéciale. Tant qu'il effectue une attaque principale, s'il n'est pas stressé, il peut gagner un marqueur de stress pour lancer, lui aussi, un dé d'attaque supplémentaire. C'est vraiment pas mal du tout, hein. Le cadran de manœuvre comme l'économie d'action du taille-faux, dont le rouge est largement absent, permettent à Scorch de jeter très régulièrement 3, voire 4 à portée 1 des rouges, sans avoir à en payer trop souvent les conséquences. On peut aussi bien considérer qu'il dispose de 3 dés rouges en permanence, ou peu s'en faut. À 34 points d'escadron au sein de la faction, Scorch me paraît vraiment constituer le vaisseau de complément idéal. Je suis un peu moins enthousiaste pour Static, qui coûte exactement le même prix, 34 points d'escadron, pour une même valeur d'initiative de 4. C'est que sa capacité spéciale, si elle n'est pas inintéressante, est à la fois un chouïa plus compliquée à mettre en œuvre, et peut-être pas aussi efficace qu'il n'y paraît à la lecture. En effet, tant que Static effectue une attaque principale, il peut dépenser son acquisition de cible sur le défenseur et un marqueur de concentration, pour changer tous ses résultats en dégâts critiques. Dit comme ça peut être fort, indéniablement, mais nous parlons d'un vaisseau doté de 2 dés rouges seulement, donc dans le meilleur des cas, cela donnerait 3 critiques, et ceci en supposant que le défenseur n'en annule pas, cela n'a donc rien de garanti.
Et il y a aussi cette condition de la dépense simultanée d'un marqueur de concentration et d'une acquisition de cible. Dans le meilleur des cas, où tout est beau, tout est joli, Static ne pourrait donc faire son truc qu'un tour sur deux et ce serait vraiment au mieux. Ce pilote n'est pas mauvais, mais je ne suis pas hyper convaincu. Si vous avez eu des expériences plus concluantes avec lui, n'hésitez pas à en faire part. Jusqu'ici, la progression des coûts était dans l'ensemble assez régulière, mais avec les deux derniers pilotes, respectivement à Initiative 5 et 6, les écarts se creusent. À Initiative 5, nous avons ainsi la commandante Malarus, dont j'avais causé pas vraiment bien dans mon article autour de Podamron. Elle coûte 39 points d'escadron, soit 5 de plus tout de même que Scorch et Static. On pourrait considérer que son initiative supérieure les vaut, qui la rapproche du territoire des As, mais je n'en suis pas si sûr, et sa capacité spéciale qui use donc de charge ne me convainc pas tout à fait non plus. Voici, au début de la phase d'engagement, elle peut dépenser une charge, elle en a deux non récurrentes, et gagner un marqueur de stress, comme pour Static, nous avons donc une mécanique à double coup. Dans ce cas, jusqu'à la fin du round, tant qu'elle défend ou effectue une attaque, elle peut changer tous ses résultats concentration en résultats évasion ou dégâts. Et décidément, je ne suis pas hyper emballé. Elle ne peut faire ça que 2 fois dans la partie. Si le gain d'un marqueur de stress n'est à vue de nez pas trop handicapant, il prohibe notamment de procéder ainsi après une manœuvre de retournement. Cette aptitude dépend en outre des résultats concentration en attaque comme en défense, or elle se décide au début de la phase d'engagement, et donc sans la moindre idée des résultats déjà 2D à venir en attaque comme en défense. Si Malarus doit subir le feu de plusieurs vaisseaux ennemis, cela serait éventuellement plus efficace qu'un bête marqueur de concentration à dépenser une fois, mais là encore seulement s'il y a de tels résultats sur les dés et plusieurs attaques à vue de nez. Y a-t-il ici une plus-value si significative ? Je ne le pense pas à vue de nez. L'initiative 5 peut justifier un écart de coût par rapport à Scorch et Static, mais à ce point, bof. Libre à vous de me persuader du contraire. Enfin, tout au sommet de la pyramide, nous avons un véritable as en la personne de Midnight, qu'on appelait simplement Omega Leader en V1. Seul pilote du châssis atteignant l'initiative 6, et à vrai dire, à vue de nez, je n'en vois pas vraiment d'équivalent où que ce soit. Midnight coûte 43 points d'escadron, soit 4 de plus que Malarus et 9 de plus que Scorch et Static. Omega Leader était régulièrement joué en V1 et à mains égards, Midnight en reprend les caractéristiques. Pourtant, je ne suis pas aussi emballé. Tant qu'il défend ou effectue une attaque, si Midnight a un verrouillage sur le vaisseau ennemi, les dés de ce vaisseau ennemi ne peuvent pas être modifiés. Ce qui est bien, potentiellement très bien même. Combiné avec cette valeur d'initiative de 6, cette aptitude peut bien contribuer à semer la zone chez les vaisseaux ennemis qui jouent sur la fiabilisation, et peut-être tout spécialement les As. Mais pour que ça fonctionne véritablement, il faut que le dit vaisseau ennemi soit engagé essentiellement dans un duel avec Midnight, car vos autres vaisseaux n'en bénéficieront pas. Or, cette capacité me paraît finalement surtout efficace en défense, puisque Omega Leader, comme tous les Taïfos, ne dispose que de 2 dés rouges contre 3 dés verts. Du côté de l'offensive, cette capacité ne sera vraiment rentable qu'à portée 1, mais même dans ce cas, elle demeurera assez circonstancielle, je le crains. Reste cette initiative de 6. Seul Quick Draw au sein de la faction monte à ce niveau, et Null, à sa manière, voire plus haut. Mais le Taïfo est fragile, il ne dispose pas d'action d'accélération et encore moins de possibilités de double repositionnement. Et enfin, si son cadran de manœuvre est bon, voire très bon, ça n'est pas non plus celui d'un intercepteur. Aussi, cela vaut-il vraiment le coup de dépenser ces 43 points d'escadron ? Je n'en suis pas totalement persuadé, mais je manque d'expérience en la matière, certes. Quand j'ai joué Midnight, ceci dit, le résultat a toujours été décevant. Plus que jamais, n'hésitez pas à me contredire. Quoi qu'il en soit, nous avons fait le tour des pilotes de cette extension, laquelle comprend, enfin, 5 cartes d'amélioration. Rien d'inédit depuis la vague 2 et le kit de conversion du premier ordre, des cartes cependant pas toujours si communes depuis. Du fait de la politique d'Asmodée France concernant les extensions reprenant du contenu V1, celle qui fait l'objet de cette art vidéo est une curieuse exception, les joueurs français n'ont accès au talent adjectif du premier ordre, Fanatique, qu'au travers de cette seule extension, en dehors du kit de conversion, où il figurait en 3 exemplaires et ça me paraissait trop peu, ce chouette talent appelle au spam. Par ailleurs, 2 des 4 autres améliorations, si elles sont génériques, sont des technologies, et on y trouve sauf erreur que dans les extensions du premier ordre et de la résistance, si le quad jumper des racailles peut aussi s'en équiper. Le même problème se pose donc encore que de manière moins significative, la résistance ayant eu quelques sorties depuis. Cet emplacement d'amélioration est caractéristique de la nouvelle trilogie. Les paquets de cartes prévus pour début 2020 devraient y remédier. Pour l'heure, l'essentiel me concernant est bien le talent Fanatique. 2 points d'escadron, un coup très attrayant. C'est le talent adjectif spécifique à la faction du premier ordre. Or, mon sentiment demeure, des 7 factions du jeu, celles qui bénéficient des meilleurs talents adjectifs sont le premier ordre et la résistance, avec héroïque, soit les factions de la vague 2 et de la nouvelle trilogie. Concernant Fanatique, tant que le pilote qui dispose de ce talent n'est pas protégé, c'est-à-dire s'il n'a plus de bouclier,
c'est différent de la notion de vaisseau endommagé. Alors, quand il effectue une attaque principale, il peut changer un résultat concentration en résultat dégâts. C'est très bien, vraiment. Ça permet au Taifo en l'espèce de jouer sur d'autres actions que concentration, de manière offensive ou défensive. La condition de la perte de bouclier n'étant rien un problème, ça arrive vite avec des Taifo qui n'en ont qu'un seul. Et cette carte est à fond dans le trip un peu sadomaso du premier ordre, décidément. Les pilotes disposant de fanatiques, comme Quick Draw et comme Kylo Ren, du moins sur le papier, aiment qu'on leur tape dessus, parce que ça les rend plus méchants. Et à ce coup dérisoire, on peut spammer. C'est la raison pour laquelle l'as de l'escadron Oméga emporte mon adhésion du côté des TFO génériques. J'aime beaucoup ce talent passif-agressif très abordable. Les 4 améliorations restantes sont génériques. Commençons par les 2 technologies, plus rares que les autres améliorations habituelles dans ces extensions. Et tout d'abord, optiques avancées, 4 points d'escadron. Tant que l'on effectue une attaque, on peut dépenser un marqueur de concentration pour changer un résultat vierge en résultat dégâts. Et c'est pas mal du tout, ça peut bien fonctionner avec Fnatic d'ailleurs. Maintenant, si cette amélioration n'est pas à proprement parler coûteuse, elle n'est probablement pas non plus spammable. Sur des taillefaux un tantinet capé, cela dit, elle peut faire sens. Je pense notamment à Scorch ou Longshot, ou pourquoi pas Midnight tout en haut de l'échelle. Mais il demeure des vaisseaux fragiles qu'on n'a pas trop envie de charger. La carte suivante me laisse davantage perplexe. Il s'agit du synchroniseur télémétrique, 6 points d'escadron. Sa technologie requiert l'action d'acquisition de cible dont le taillefaux dispose bel et bien. Tant qu'un vaisseau allié à portée 1 ou 2 effectue une attaque contre une cible verrouillée par le vaisseau disposant du synchroniseur télémétrique, alors le vaisseau allié peut ignorer le prérequis d'acquisition de cible. Il s'agit donc d'aider les copains qui kiffent les missiles et les torpilles, soit des copains sur d'autres châssis, car le Taifo ne peut pas s'équiper lui-même de ses armes secondaires. Si j'ai pu apprécier un effet de ce genre avec le prototype Bactoïde des séparatistes, le fonctionnement à l'envers du synchroniseur télémétrique me laisse perplexe, oui, tout spécialement sur un Taifo à vrai dire, et plus encore à ce coût plutôt élevé de 6 points d'escadron. Il y aurait peut-être un argument pour les pilotes portés à user régulièrement de l'action de verrouillage, comme le lieutenant Rivas ou Midnight, voire Static, même si ce dernier est amené à dépenser ses acquisitions de cible, mais à ce prix j'en doute un peu à titre très personnel. Puis nous avons 2 talents plus classiques, qui du coup n'appellent pas forcément de développement supplémentaire. Nous avons tout d'abord chef d'escouade, coût fluctuant en fonction de la valeur d'initiative, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, talent par ailleurs limité à un seul exemplaire, qui confère une action de coordination rouge et sous condition. Ouais, j'en suis pas très fan, du moins dans le cas présent. Un chef d'escouade peut être utile pour se stresser volontairement avec certains pilotes. Ici, la plus-value est limitée et Midnight n'a probablement pas envie de dépenser 14 points d'escadron pour ça. Le talent restant est proche dans l'esprit et il s'agit de tactique de nuée dont le coût varie là encore en fonction des valeurs d'initiative. 3 points pour les pilotes d'initiative 0 à 4, puis 4 points à initiative 5 et enfin 5 points d'escadron à initiative 6. C'est un bon talent de manière générale. Midnight tout spécialement pourrait avoir intérêt à s'en équiper. Seul à initiative 6 au sein de la faction avec Quick Draw, il pourrait ainsi améliorer l'initiative effective de pilotes non négligeables, incluant Kylo Ren, admettons, durant la phase d'engagement, et pour un coût bien plus raisonnable que chef d'escouade, aucun doute là-dessus. Mais penser qu'originellement Null pouvait s'en équiper, mazette. Bon, lui ôter l'emplacement de talent était probablement la chose à faire. Et voilà, nous avons fait le tour de l'extension. Qu'en conclure ? Tout d'abord que le Taifo est un bon vaisseau, même si un peu le cul entre deux chaises, ce qui le rend difficile à coter. Châssis de base du premier ordre, il est incontestablement plus perfectionné que le Taielen son ancêtre, mais il coûte du coup un peu plus cher dans une faction moins variée et à vue de nez globalement un peu plus onéreuse. On peut toujours se poser la question d'une nuée de Taifo dans ces conditions, mais si je me la pose toujours, c'est que je n'ai pas la réponse. Quand le kit de conversion du premier ordre était sorti, il y avait bien un archétype de liste que j'avais envie de tester qui associait un certain nombre de Taifo au lieutenant Dormitz dans sa navette de commandement de classe Upsilon avec les données de pistage hyperspatiales et éventuellement les codes biohexacryptes. Problème, la terreur de la triplette d'Upsilon a entraîné un ajustement d'urgence des points d'escadron et Dormitz comme les données de pistage hyperspatiales sont aujourd'hui proprement injouables. Et c'est triste, car c'était probablement cet archétype de semi-nuée de Taifo que cette combo devait initialement servir. Mais l'abus d'Upsilon en a fait un lointain souvenir un peu honteux, et cela n'aide pas le Taifo à intégrer un schéma de nuée ou semi-nuée. Pourtant, les bases demeurent. Sur les 3 génériques, 2 me semblent très pertinents dans cette optique, le cadet de l'escadron Epsilon low cost, bien sûr, mais pour une fois, peut-être surtout l'as de l'escadron Oméga, avide de faire la démonstration de ce qu'il est totalement fanatique. Il y a de quoi faire à partir de là. Maintenant, il m'apparaît clair que les pilotes nommés, en revanche, ne favorisent pas l'optique de la nuée,
disons celle d'une nuée jouant sur la synergie outre la seule masse, ce dont chez l'Empire Galactique, Howlrunner et les 4 pilotes de l'Escadron Inferno ont fourni le modèle. Seule Muse paraît potentiellement intéressante à cet égard, et dans une certaine mesure seulement. Cependant, et je crois que cela contribue bien davantage et de manière plus positive à le distinguer du TILN, le châssis dispose de bons voire de très bons fillers, parmi lesquels Scorch surtout, mais aussi Longshot ont ma préférence, mais en relevant aussitôt que le lieutenant Rivas et Null peuvent faire la surprise à bas coût, même si sans emplacement de talent. En outre, avec ce dernier, nous sommes d'une certaine manière dans le territoire des As, mais en version discount. Si l'on est prêt à débourser davantage, Midnight est toujours là, ce qui est inattendu pour un châssis de ce type. Tout dépend dès lors de l'optique de jeu que l'on entend privilégier, mais dans tous les cas, le TFO remplit son office de petit vaisseau de base pour le premier ordre, et en fait de petit vaisseau de base, il a de la ressource et peut faire quelques vilaines surprises. C'est pour ça qu'on l'aime. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et intéressé. Si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien je vous en prie avec grand plaisir. Pour cela, vous pouvez passer par l'abonnement, vous pouvez commenter, mettre quelques petits pouces vers le haut, partager le lien ou que ce soit. Voilà, tout cela est très appréciable, alors merci d'avance le cas échéant et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.